les plus fréquentes chez le jeune enfant. Alors avant de répondre à toutes vos questions sur ce thème, on va faire, Benoît, un petit rappel anatomique et même embryologique. Voilà, la mise en place de tous les organes essentiels se fait vers la 4e semaine de développement de l'embryon. C'est ce que l'on appelle l'organogénèse. Alors sur le schéma que vous allez voir, en vert, on distingue l'embryon, l'ensemble des coupé en deux, hein, voilà, exactement. Bien voir dedans. Et l'ensemble des organes dérive de 3 feuillets que l'on appelle l'ectoderme en bleu, l'endoderme en doré et le mésoderme au centre en mauve. Alors en résumé, un organe peut provenir soit d'un seul feuillet, c'est le cas des reins, des ganglions, encore du cœur. Ils dérivent tous du mésoderme, soit d'une combinaison des 3 feuillets, c'est le cas du tube digestif, du foie ou encore du pancréas. Alors pour former les organes, les cellules doivent proliférer en nombre suffisant, migrer à la bonne place, ce que vous allez voir, et une fois arrivées, elles doivent se spécialiser. Si l'une de ces étapes ne se fait pas correctement, des malformations surviennent. Si par exemple le diaphragme se développe mal, des zones de passage ont persisté entre les 2 cavités et vous allez voir le résultat, ce qui se passe entre le thorax et l'abdomen. Alors regardez à gauche, on vous a montré un schéma. Le diaphragme, c'est ce muscle qui sépare le thorax de l'abdomen et qui normalement est à peu près comme ça. Là, le problème, c'est qu'il n'est pas comme ça. Il est remonté là. Et le résultat, c'est que ça, l'estomac, qui devrait être situé très en dessous, remonte à l'intérieur du thorax. On voit ça à gauche sur la radio, où on a ici le cœur, et on a cette image qu'on ne devrait pas voir, qui est ce qu'on appelle la poche à air gastrique, avec en fait l'air qui est contenu dans l'estomac, qui est remonté dans le thorax, alors qu'il devrait rester normalement nettement plus bas. On appelle ça donc une hernie diaphragmatique du fœtus. Et puis certaines ébauches d'organes doivent aussi se creuser et former un tunnel, alors que d'autres parties doivent se résorber. C'est ce qui se passe dans le développement des différents viscères, et ça c'est normal. On peut alors observer une atrésie de l'intestin grêle ou encore une absence d'ouverture au niveau du rectum. Résultat, le bébé naît sans anus. C'est ce que l'on appelle les malformations anorectales. La fréquence est de 1 pour 5000 naissances. Heureusement, plusieurs de ces malformations de développement s'opèrent et on va donc en parler avec nos invités. Oui, avec notre spécialiste, bien sûr, le professeur Sabine Sarnaki, qui est chirurgien viscéral pédiatrique à Necker Enfants Malades à Paris et également coordonnateur du centre de référence sur les malformations anorectales et pelviennes rares. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. On va accueillir Frédéric et Olivier Burgot. Bonjour. 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 Alors, vous avez un petit garçon de 3 ans et demi qui s'appelle Léonard, qui va très bien aujourd'hui, on va le dire tout de suite, comme ça on va être rassurés. Alors, ce petit garçon est né par césarienne, avec une malformation qui n'avait pas été détectée pendant la grossesse. Qu'est-ce qui s'est passé à la naissance ? Je crois que Olivier vous en parlera plus aisément que moi, parce que c'était une césarienne. Voilà. Donc, il est parti avec mon bébé. Oui, ça s'est passé assez rapidement, parce que très vite, dans tous les tests qu'on fait pour les nourrissons, on s'est aperçu qu'il n'avait pas d'anus. Le pédiatre qui avait un petit peu de retard ce jour-là est arrivé quand même en disant on va appeler immédiatement un hôpital. Il se trouve qu'il y avait de la place à Necker. Et 1 heure après, je suis parti avec Léonard à l'hôpital Necker où j'étais accueilli par le professeur Évillon. À qui on a fait subir beaucoup d'examens pour vérifier s'il n'y avait pas d'autres malformations associées. Oui, et heureusement je l'ai su après. Oui. Parce que dans l'urgence, je n'étais pas plus inquiet que ça. J'étais dans l'action et c'est vrai que c'est le lendemain, quand j'ai rencontré le professeur Sarnaki, qui m'a dit, écoutez, tous les examens qui ont été faits ne présentent pas, il n'y a pas de problème. Pour lui, c'était une bonne nouvelle. Et pour moi, c'était une excellente nouvelle. Et c'est là que j'ai appris que cette malformation était souvent liée à d'autres malformations du rein, de la moelle épinière. C'est ça. Que Léonard, vous n'avez pas. Et Léonard a été opéré, a eu une première opération, parce qu'il y en a eu d'autres, mais dès le lendemain. Dès le lendemain, le lendemain de la naissance, le samedi, il a été opéré pour pratiquer une colostomie. C'est-à-dire une poche. Une poche au niveau de l'abdomen. Au niveau de l'abdomen gauche. Et c'était la première opération et manifestement, j'avais déjà compris que c'était l'opération la plus facile et la plus simple. Voilà. On va parler ensuite de la deuxième opération, mais il faut bien dire que pour reconstruire l'anus, il faut attendre que le bébé soit un tout petit peu plus gros que les 2,5 kg en général quand il naît. On a attendu 1 ou 2 mois, on va en reparler tout de suite avec vous. Yvette là, nous dit, et ça correspond à ce que vous racontez, pourquoi se presser de faire une chirurgie à un nourrisson au lieu d'attendre que l'enfant ait 1 ou 2 ans ? Parfois, on n'a pas le temps d'attendre.
Là, dans cette situation, les enfants n'ont pas de possibilité d'émettre des selles, d'avoir un transit. Donc, si on les laissait dans cette situation-là, ils se retrouvaient dans ce qu'on appelle un syndrome occlusif, une occlusion, avec tous les risques que ça comporte. Donc, de toute façon, dans cette situation, on n'a pas le choix. Et effectivement, pour aller dans le sens de cette question, on ne pratique pas d'emblée une intervention complexe, mais une intervention simple, qui se fait assez facilement et qui n'a pas de gros retentissement sur l'enfant, qui est la colostomie ou anus artificiel, qui n'est pas un très joli terme, mais qui permet à l'enfant de reprendre son transit en attendant qu'il grandisse. Et en réalité, après cette intervention, l'enfant peut retourner chez lui assez rapidement. Alors, juste Frédéric, parce qu'on a eu le point de vue d'Olivier, mais qui était un point de vue actif, ce qui est quand même plus facile. Vous étiez, pendant ce temps-là, hospitalisé, ce qui est très difficile. Comment vous avez vécu, d'une part, l'annonce de la malformation, mais de l'opération de votre bébé à un jour de vie ? Entre-temps, j'avais eu Sabine Sarnaki au téléphone, qui, quand Léonard est né, elle m'a plus ou moins tracé rapidement un petit schéma. Je crois que j'étais un peu inconsciente, je ne me rendais pas bien compte. Ce que je vivais, c'est que j'avais pas mon bébé avec moi, que j'avais une chambre en plus juste à côté de la maternité de la clinique, donc je les entendais tous un peu râler, et puis j'attendais qu'Olivier me donne des nouvelles régulièrement. J'étais très angoissée quand même. Au bout de combien de jours vous avez vu Léonard ? 3 jours, enfin le 3e jour. 3e jour. Voilà, il est né un vendredi et je l'ai vu le dimanche. Et le retour à la maison, c'est fait au bout de combien de temps ? Alors là, ça a été un tout petit peu plus long parce que Léonard a eu un petit souci qui a été détecté par les équipes de Necker. Il a ce qu'on appelle un diabète insipide. Et le temps qu'on cherche, la raison, on ne l'a pas trouvée, mais en revanche, qu'on mette un traitement en place qui lui permette d'avoir une alimentation normale, il est rentré au bout d'1 mois. Là, en l'occurrence, la malformation n'a pas été détectée pendant la grossesse, qui est assez classique. De toute façon, tout, bien sûr, n'est pas détecté pendant la grossesse. Est-ce qu'elle l'aurait été on aurait agi autrement, on aurait préparé l'intervention immédiatement? Comment ça se passe? Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Il faut dire d'abord que c'est une malformation qui est exceptionnellement diagnostiquée en période anténatale, et quand elle l'est, c'est plutôt de mauvais signes parce que ça veut dire qu'il y a d'autres malformations qui sont le point d'appel sur la région anorectale, qui est très difficile à expertiser en période prénatale. Ça n'aurait pas changé grand-chose. On aurait fait exactement la même démarche thérapeutique à la naissance. Et est-ce qu'il y a beaucoup de malformations viscérales du nouveau-né quand elles sont détectées pendant la grossesse, pour lesquelles on change un peu la façon d'accoucher, pour éventuellement raccourcir le temps de grossesse? Alors, il y a quelques malformations, pas forcément les malformations digestives, mais des malformations qui peuvent avoir un retentissement soit sur les organes de l'enfant, soit sur le fonctionnement des structures vitales de l'enfant, soit sur la mère, qui vont conduire à avoir un accouchement on va dire plus précoce, en sachant que là, on comprend tout de suite qu'on est entre essayer de mener la grossesse le plus longtemps possible pour éviter les problèmes de la prématurité, et d'un autre côté, éventuellement faire naître l'enfant plus tôt à cause des problèmes dont je viens parler tout à l'heure. Voilà. Une fois que vous étiez à la maison avec Léonard, est-ce que ça vous a paru très compliqué de faire les soins liés à la stomie? Est-ce que c'est quelque chose qui était compliqué à mettre en place pour vous? Non, c'est pas sur cette partie-là. Là, c'était assez simple à gérer. Une fois qu'on comprend comment on installe l'appareillage, ça se passe. Finalement, c'est même parfois plus simple parce qu'on change juste une petite poche plutôt que changer toute la couche. Voilà. La poche, finalement, c'est assez simple. C'est après que ça se complique un tout petit peu. Juste une petite question à propos de la stomie. Que peut-on mettre sur des irritations de stomie chez un nouveau-né prématuré? Alors, il y a aujourd'hui toute une gamme de produits pour justement essayer de faire cicatriser les peaux autour de la stomie, les peaux de prématurés sont extrêmement fragiles, d'une part, et d'autre part, il y a toute une gamme aussi d'appareillages de colostomie qui sont dédiés aux tout petits poids. Et là, il faut avoir une personne très précieuse que monsieur et madame Burgot connaissent très bien, qui est la stomathérapeute et qui est une infirmière spécialisée dans les soins de ces colostomies. Et c'est vraiment vers ce type de personnes qu'il faut se tourner parce qu'il y a toute une gamme de produits. Il faut voir l'enfant et voir d'où vient le problème. Est-ce que les selles sont trop acides? Est-ce que l'appareillage n'est pas adapté? C'est souvent le cas. Et juste puisque vous parlez des prématurés, est-ce que ces opérations, qui sont quand même des opérations qu'on fait chez les tout petits enfants avec des anesthésies, on peut les faire quel que soit l'âge de la prématurité, où il y a vraiment un seuil où c'est trop dangereux d'aller faire anesthésier un tout petit?
Je crois que le problème ne se pose pas dans ces termes-là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un enfant qui est né prématuré, et je disais tout à l'heure qu'on fait tout pour retarder la date de la naissance à cause de ce problème-là. Mais à partir du moment où vous avez un enfant qui est prématuré et qui pose un problème d'ordre chirurgical, on n'a pas beaucoup le choix. Alors c'est sûr qu'on va essayer de mettre en œuvre tous les autres moyens pour éviter des gestes agressifs chez ces tout petits enfants qui sont extrêmement fragiles, mais parfois malheureusement nous n'avons pas le choix. C'est le cas par exemple des entérocolites du nourrisson. Je pense peut-être que cette dame fait allusion à ce type de complication qui est une complication fréquente, enfin en tout cas classique des prématurés. Et voilà. Vous pouvez expliquer de quoi il s'agit? Alors c'est une infection qui va se propager à l'ensemble du tube digestif et qui va entraîner la perforation de ce tube digestif et une péritonite souvent très importante et grave, qui est une urgence. Mon fils a des vomissements, le pédiatre l'a hospitalisé, il s'agirait d'une sténose du pylore. Comment l'opération se passe-t-elle? Marine, on a un sujet. On va voir effectivement un sujet tout de suite. Juste, est-ce que vous pouvez aussi préciser ce qu'est la sténose du pylore? Alors la sténose du pylore, c'est une maladie bénigne. Je voudrais rassurer tout de suite cette maman. Je dis toujours aux parents que je ne leur souhaite d'avoir que ça dans la vie, qui consiste en une hypertrophie du pylore. Qu'on va voir en image du pylore. Voilà, c'est ce qui est pointé avec la flèche là. Et de ce fait, l'estomac, on comprend bien, ne se vidange plus ou très mal, avec donc comme conséquence des vomissements. C'est une maladie bénigne avec une intervention extrêmement simple qui guérit l'enfant puisque 4 heures après l'intervention, il peut reboire. On va vous voir effectivement opérer sur une telle maladie donc bénigne. Jean-Marie Pernaut et Simon Fichet ont assisté donc à cette intervention que vous pratiquez, professeur. C'est parce qu'il ne parvient plus à s'alimenter sans vomir et qu'il perd beaucoup de poids que ce bébé de 3 semaines doit subir une intervention d'urgence. Il souffre d'une sténose du pylore. C'est l'hypertrophie du muscle situé à la sortie de l'estomac qui fait obstacle au passage des aliments. Vous avez l'estomac par là, ici la sortie de l'estomac, et entre les deux, il y a un petit muscle, et ce muscle va s'hypertrophier et finalement entraîner un obstacle. On va inciser le muscle pylorique hypertrophié jusqu'à la muqueuse. Ça va s'ouvrir comme un livre et permettre le passage enfin des aliments vers le bas. Le bébé est maintenant endormi, l'équipe médicale se prépare pour l'intervention. Pour accéder au pylore, une toute petite incision suffit. Située dans les plis du nombril, elle ne laissera aucune cicatrice à l'âge adulte. Voilà, là on est à l'intérieur de la cavité abdominale. Vous voyez, je mets mes ciseaux dedans. Donc maintenant, notre travail, ça va être d'aller chercher le pylore. Je voudrais une Kelly, s'il vous plaît. Quelques minutes plus tard, le pylore est accessible. Le chirurgien le sort de l'abdomen pour pouvoir intervenir. Alors ici, c'est l'estomac. Et voilà ce muscle qui normalement doit être tout petit et qui, vous pouvez évidemment pas le sentir, mais il a une consistance extrêmement ferme, il est très hypertrophié, c'est une sténose du pylore. Donc maintenant on va faire la pylorotomie. Donc on va ouvrir le muscle avec un bistouri à lame froide. Donc on va inciser. On incise longitudinalement. Le muscle. Alors le muscle, vous pouvez le voir, le muscle hypertrophié, c'est ça. C'est cette épaisseur ici, là. Et ça, là, c'est la muqueuse. Donc je continue à ouvrir largement. Progressivement, le chirurgien libère ainsi le passage de l'estomac vers l'intestin. Vous voyez, la situation a complètement changé depuis tout à l'heure. On voit bien que maintenant, le pylore va pouvoir laisser passer les aliments. Et maintenant, on va réintégrer tout simplement le pylore à l'intérieur du ventre. Et c'est terminé. Encore quelques points de suture avant de quitter le bloc. Et dans 24 heures, ce bébé pourra reprendre une alimentation normale. En tout, l'intervention n'aura duré que 20 minutes. On est toujours impressionné par cette chirurgie des tout-petits. On nous demande si les nourrissons récupèrent plus vite que les adultes. C'est vrai, c'est tout à fait juste. Plus l'enfant est petit, plus il récupère rapidement d'interventions parfois lourdes. Et souvent, les parents, d'ailleurs, sont même très étonnés de cela, parce que c'est-à-dire que même un enfant de 10 ans récupère moins bien qu'un enfant de 1 an ou 2 ans, ce qui d'ailleurs guide parfois nos indications opératoires.
Alors Frédéric Olivier, on va revenir un petit peu à l'histoire de Léonard. 2 mois après sa naissance, Oui. il a été réopéré, et là pour une reconstruction de l'anus, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? On se dit, tiens, l'histoire est terminée? On a mi-chemin. C'est un tout petit peu plus, enfin je ne veux pas prendre une place qui n'est pas la mienne, mais de ce que j'ai compris, parce que je pense que c'est un tout petit peu plus que la reconstruction de l'anus, c'est l'abaissement d'une partie de l'intestin. Voilà, et là, c'est le début d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle page, hein, à savoir qu'il y a une partie qui est reconstruite, mais la colostomie existe toujours. Hein, donc le bébé fait toujours ses besoins sur le ventre. Hein, et en revanche, sur la deuxième partie de la colostomie, on injecte là une matière qui est la plus proche de la matière fécale et qui permet de vérifier que effectivement cette partie reconstruite ne se bouge pas. Voilà. Donc là, il rentre à la maison, mais c'est des allers-retours à Necker 2-3 fois par semaine avec justement cette infirmière spécialisée que je viens voir 2-3 fois par semaine pour justement injecter de ce produit et vérifier que ce morceau reconstruit fonctionne. Et au bout de combien de temps on a enlevé l'astomie? Au bout de Léonard, avec 4 mois et demi à peu près. C'est exactement, le chrono, et c'est exactement passé comme Madame Sarnaki nous l'avait dit au téléphone la première fois. Ce sont des interventions, si effectivement les soins ne sont pas faits avec autant de rigueur, apparemment que vous les avez faits, sont effectivement à risque de complications? C'est-à-dire que c'est une intervention qui nécessite effectivement une expertise chirurgicale importante. Et ensuite, ce qui est sûr, c'est que dans la qualité du résultat qu'on va obtenir, ce sont des enfants qui doivent a priori devenir propres si on ne peut pas parler vraiment de continence, dans la mesure où ils n'auront pas les mécanismes de la continence naturelle, puisqu'il y a eu cette malformation. Néanmoins, c'est des enfants qu'on arrive à rendre tout à fait propres, avec une vie sociale tout à fait bonne. Et c'est vrai que la participation des parents dans toute cette éducation est extrêmement importante, et ça commence au niveau des soins qui sont faits en période néonatale. Et là, je pense que la collaboration avec les parents est extrêmement importante pour l'enfant. À quoi servent les 2 mois d'attente entre l'opération et le moment où on rétablit un transit normal? C'est-à-dire quand on fait cette opération, l'intérêt de garder la colostomie et la dérivation des selles, c'est qu'il n'y a pas de souillure de la cicatrice. Donc on va avoir une cicatrisation de bonne qualité. Et c'est cette cicatrisation de bonne qualité qui donne de la souplesse au tissu et qui va permettre ensuite d'avoir un bon résultat en termes de continence ou de propreté. La fermeture de la colostomie se fait quand les tissus sont considérés comme étant bien cicatrisés. Et à ce moment-là, on va remettre la région anorectale en charge. Et Léonard a tellement bien, maintenant il est à l'école et qu'il est à peu près propre finalement, il se débrouille. Voilà. Il sent quand les selles arrivent. Oui. Il ne peut pas forcément se retenir, mais... Non, il ne se retient pas, il sent quand les selles arrivent, dès lors que s'il est sans couche, sans rien, tout va bien. C'est-à-dire qu'il a quelques minutes pour s'installer sur le pot. Sinon, comme tous les enfants, il est très occupé à ce qu'il fait. Donc, et puis il faut juste lui expliquer que il n'a pas l'air traumatisé comme ça. Il a un résultat qui est remarquable pour son âge, parce qu'il est encore très petit. Oui, il a 3 ans et demi, ce que j'allais dire. Et je pense qu'il y a des enfants qui n'ont pas été opérés, qui n'ont même pas qui n'ont pas cette propreté, oui, ça c'est vrai. Bon, alors j'ajoute qu'il faut quand même faire un lavement le matin, un lavement le soir, pour justement vider, pour le vider complètement, pour pas qu'il y ait des risques de fuite et des risques de... Et on vous a dit que ce serait pendant combien de temps, ça? Je pense que ça sera le temps qui... c'est au moins pendant plusieurs années, parce qu'il faut d'abord il n'a pas la notion de pousser. Toujours à la fois à cause des muscles et à la fois à cause du raisonnement pour savoir ce qu'il doit faire. Et donc, je pense que petit à petit ça se fera, mais ça vaut mieux demander à Madame Sarnaki pour... C'est-à-dire qu'on est en train d'évoluer beaucoup sur cette malformation et les résultats qu'on peut voir aujourd'hui chez les adultes, malheureusement, sont des résultats qui ne tiennent pas compte des nouvelles techniques opératoires et de nouvelles prises en charge. Et donc, je pense qu'on peut raisonnablement dire que vers l'âge de 10-11 ans, ça dépend un petit peu de la maturité des enfants, mais ce n'est pas la peine non plus d'exiger de trop. Ils sont après capables de faire eux-mêmes ce type de démarche, mais c'est vrai que de toute façon, toute leur vie, ce sont des enfants qui vont avoir besoin d'une certaine hygiène de vie, tant sur le plan diététique que sur le plan justement de la régularité de l'évacuation. Parce que j'imagine qu'il faut éviter tout risque de constipation, par exemple. Ça veut dire que Léonard,
il a un régime très particulier, très strict. Très strict. Et nous avons fait le choix, Olivier et moi, de ne gérer les choses qu'avec des aliments. Donc voilà, en fonction des matières fécales, on agit, on donne un peu plus d'artichauts, des pruneaux. Enfin voilà, c'est un équilibre assez fin. Mais c'était aussi un choix de dire qu'il faut qu'on apprenne à gérer les choses sans médicaments du tout, ou le minimum. Le régime est strict sur le plan de la surveillance, mais il n'est absolument pas strict sur ce qu'il mange. Il mange de tout. Oui. Oui. Quand on voit sa tête, en tout cas, effectivement, on se dit qu'il n'a pas l'air très malheureux, cet enfant. Non. On nous demande si le kyste de l'ovaire chez un bébé est-il bénin. Est-ce qu'il faut toujours opérer avant qu'on voit cette intervention? D'abord, est-ce que c'est bénin, ce kyste de l'ovaire? Alors, ça dépend. Enfin, quand on parle de kyste de l'ovaire, c'est a priori une lésion uniquement liquidienne. Elle est très différente de nature en fonction de l'âge. Et quand on parle des nouveau-nés, ce sont des kystes qui sont des kystes fonctionnels, un peu équivalents à ceux qu'on va retrouver à la puberté ou chez les femmes en âge de procréer, et qui sont liés en fait à l'imprégnation hormonale délivrée par la maman pendant toute la période pré- et postnatale, enfin périnatale. Donc ce sont des kystes fonctionnels qui peuvent être ponctionnés par voie percutanée, qui peuvent parfois disparaître spontanément. Le risque de ces kystes, c'est la torsion d'annexe. C'est pour ça que de temps en temps, on est obligé soit de les ponctionner, soit, dans certaines situations, on peut être amené à les opérer. Ça peut arriver de temps en temps. Dans cette opération chirurgicale, c'est ce que vous allez voir chez cette petite fille. C'est un reportage de Marina Bertsch. Perdue au milieu de la table d'opération, cette petite fille est née il y a 4 jours seulement. Dans son ventre, un gros kyste à l'ovaire occupe autant de place que son foie. Il a été décelé pendant la grossesse de sa maman. Cette petite fille avait été vue en prénatal pour une grosse masse qu'on dit anéchogène, c'est-à-dire transparente, c'est-à-dire contenant un liquide peu épais. Grosse puisqu'elle mesurait 10 cm. Pourtant, cette opération n'est pas exceptionnelle. En fin de grossesse, la mère produit une grande quantité d'œstrogène. Les ovaires de la petite fille, particulièrement réceptifs, sont stimulés, créant un kyste. Cette masse volumineuse comprime les intestins et les autres organes du nourrisson. On pouvait penser qu'éventuellement il la gênerait sur le plan respiratoire parce qu'il était à grand développement intra-abdominal, et même si elle n'a pas fait par chance de maladie respiratoire. Le kyste à l'ovaire est d'abord ponctionné, vidé de son liquide, qui est envoyé au laboratoire de l'hôpital pour des analyses. Le kyste peut alors être sorti plus facilement de l'abdomen. Pendant ce temps, l'anesthésiste veille, car un nourrisson est un patient particulièrement fragile. Cette petite fille est née prématurément à 34 semaines. Son volume sanguin est très faible, ses poumons ne sont pas encore totalement fonctionnels. Le chirurgien lui découpe la poche du kyste, mais l'appareil reproducteur de cette petite fille n'est pas endommagé. Donc les suites gynécologiques, elles sont a priori très favorables puisque cette petite fille a 2 trompes, qu'elle a un ovaire complet et qu'elle aura probablement sur la bandelette que j'ai laissée une repousse d'un ovaire qui devrait être de qualité. Et puis sur le reste, je dirais que si cette petite fille était à terme, demain elle mangerait, après-demain elle sortirait chez elle. À l'adolescence, cette future jeune fille devra être particulièrement surveillée pour éviter toute récidive de kyste à l'ovaire. Alors vous le disiez, donc c'est effectivement très rare maintenant qu'on soit obligé d'opérer ces kystes, on les ponctionne, sauf parfois quand on a un doute. Un doute diagnostique, parce que les images kystiques diagnostiquées avant la naissance chez la fille, ça peut être évidemment l'ovaire, mais ça peut être aussi une duplication digestive, c'est-à-dire une malformation du tube digestif. Et puis il y a d'autres lésions plus rares, donc parfois on peut avoir des doutes diagnostiques. Et on préfère les voir. Mon fils a été opéré d'une hernie inguinale au mois de février, à 1 mois et demi. Est-ce courant chez les bébés? C'est très fréquent. Très fréquent, puisque finalement la communication, la hernie inguinale, c'est quoi? C'est une communication entre la cavité péritonéale, donc l'abdomen, et chez le garçon, donc une petite poche résiduelle qui est au-dessus du testicule qui s'appelle la vaginale, et de temps en temps, cette communication doit se fermer quelques semaines avant la naissance, ne se ferme pas. C'est particulièrement fréquent chez les prématurés et c'est compréhensible, mais ça existe aussi chez les enfants non prématurés. On peut même en faire le diagnostic chez des adultes jeunes et c'est très fréquent. Et dans ce cas-là, on opère habituellement? Alors c'est généralement complètement chirurgical parce que ça ne régresse pas tout seul, sauf dans les premières semaines de vie chez les petits prématurés. C'est très rare que ça régresse. En général, il y a une intervention chirurgicale. Jeanne nous demande si un enfant de 1 an peut avoir une appendicite. Tout à fait.
C'est très rare, c'est très difficile à diagnostiquer, mais c'est tout à fait possible. Et c'est souvent des situations qui sont un petit peu difficiles pour les médecins qui prennent en charge ces enfants initialement, parce qu'évidemment, on n'y pense pas. Une dernière question un petit peu vite, pardon. Ma fille de 15 mois a un reflux vésico-urétéral qu'il faut traiter. Combien de temps l'intervention dure-t-elle? Demande Erika. Donc c'est un reflux depuis la vessie vers l'urétère, donc qui est le conduit qui va du rein à la vessie. Alors ça dépend quel âge a cette petite fille, mais l'intervention... 15 mois. Donc l'intervention en elle-même, si c'est la durée de l'intervention, ce n'est pas très long, c'est de l'ordre de 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend un petit peu. Et les suites opératoires sont très simples, c'est une hospitalisation de quelques jours, moins d'1 semaine en général. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Bonjour Léonard. Les Allo Docteur à venir pour la fin de la semaine. Demain, ce seront des questions d'enfants sur le corps humain. Seront là pour répondre un rhumatologue, le docteur Gepner, et une gériatre, le professeur Françoise Forette. Jeudi, il sera question des erreurs médicales et vendredi, de la peur du docteur. Et puis un appel à témoins, Benoît. Oui, nous consacrerons prochainement une émission aux grossesses tardives et à la difficulté de tomber enceinte après 35 ans. Je sais que vous n'aimez pas cette expression. Je déteste l'expression tomber enceinte. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous au 01 58 88 85 21. Voilà, et on demain, vous retrouverez Michel, bien sûr. Voilà, et je serai toujours là. On se retrouve demain et Benoît sera bien sûr en coulisses, mais il sera là sinon l'émission ne se ferait pas. Je surveille. Voilà. Excellent après-midi, à demain. Au revoir. Au revoir. Vous pouvez voir et revoir Allo Docteur sur france5.fr. La santé, c'est tous les jours. Allo Docteur revient demain avec Contrex. La solidarité, c'est rendre les assurances essentielles plus accessibles à tous.